Bonjour à tous, c'est BDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point météo tropical. Cette fois-ci, aujourd'hui, concernant la tempête tropicale Hélène qui se situe au large de la péninsule du Yucatan, au sud de Cuba, juste ici. Donc, regardez l'image satellite. On voit une convection importante autour de son centre, une convection même assez puissante, hein, avec des sommets nuageux à plus de moins 80, moins 85 degrés, du moins pour les sommets les plus hauts globalement ici au nord de la zone d'enroulement du phénomène qui se situe quelque part par là. Vous voyez sinon pas mal d'autres développements en marge de ce phénomène mais qui ne sont pas directement liés au phénomène en lui-même. Donc actuellement cette tempête tropicale est placée à 19 degrés nord et 85 degrés ouest. Bon, cette information n'a pas réellement d'importance puisque j'ai déjà donné sa localisation géographique plutôt euh, partielle tout à l'heure. Et puis de toute façon, le minimum dépressionnaire n'est pas encore totalement visible, étant donné qu'il n'y a pas d'œil sous ce phénomène pour l'instant. Et donc, on ne peut pas réellement savoir où est le milieu du phénomène, même si on a un minimum d'informations. Globalement, le vent type de tempête tropicale est beaucoup plus à l'est de ce phénomène et sa pression interne est déjà de 990 hectopascales. Et donc, comme noté ici, voilà. Donc déjà des vents de 60 miles par heure, donc on est déjà sur une bonne tempête tropicale. Donc, voilà les modèles pour, pour cet ouragan. Donc, on voit bien que le phénomène va passer juste au nord de la péninsule du Yucatan, puis va accélérer sa progression jusqu'à frapper la côte nord de la Floride. Alors, c'est une région qui est relativement habituée aux ouragans, bien que là on est quand même sur un ouragan très puissant, étant donné qu'on sera peut-être sur un catégorie 4 sur la Floride. Donc c'est pour dire que il ne faut pas du tout prendre à la légère ce phénomène, bien qu'il est prévu depuis quelques jours déjà, hein. Ça fait quelques jours que les prévisions sont assez stables maintenant. Donc, euh, donc voilà, le phénomène devrait frapper la côte de la Floride en catégorie 4, la côte nord de la Floride en catégorie 4, une côte qui a déjà vécu l'ouragan Katrina en 2005, l'ouragan Michael en 2019, pour en citer quelques-uns. Et donc, voilà, donc en catégorie 3 ou 4, ce qui est malgré tout vraiment puissant. Donc regardez ici les probabilités de vent de tempête tropicale. Globalement, on va dire que c'est à peu près à 100%, étant donné que ça m'étonnerait grandement que le phénomène perde de l'intensité. Globalement, on est sur du 100% de chances que la Floride soit touchée au moins par des vents de tempête tropicale, et on va dire 95% de chances que la Floride se fasse toucher par des vents d'ouragan. Je referai un point quand l'ouragan sera beaucoup plus proche, vraiment pour pouvoir vraiment faire un point beaucoup plus précis, même s'il y a un ouragan, on le voit bien venir, hein. Normalement, on est vraiment censé voir cet ouragan bien à l'avance frapper la Floride en catégorie 4, donc là on est vraiment dans les temps. Mais en revanche, il peut y avoir encore quelques petites différences dans les prévisions. On l'a bien vu encore avant-hier avec, avec lui, je vais vous montrer s'il est toujours en vie. Non, il est plus en vie. On a eu John qui s'était formé ici au large du Mexique, que tous les modèles voyaient en catégorie 1. Tous les modèles le voyaient maximum en catégorie 1. L'ouragan s'est renforcé, s'est apparu sur les modèles à la dernière minute, s'est renforcé jusqu'à la catégorie 3 pour frapper la zone qui était frappée par Otis l'an dernier en catégorie 5. Donc vraiment dans cette zone-là, il y a des difficultés pour les modèles de prévoir pour prévoir les ouragans, donc du côté de la côte mexicaine. Bon, moi je l'avais un peu vu que ça allait passer en catégorie 3, je vais pas vous le mentir. Après, j'aurais pu faire un point, c'est vrai, parce que là, je balance une information sans réelle explication et euh, sans réelle vérification pour vous. Donc voilà, faites que vous voulez de cette information, mais je crois avoir pensé très fortement qu'il allait être puissant. Mais après, de là à dire catégorie 3, je pense pas. Bon, bref. Donc voici ici le modèle GFS, donc qui voit ici un renforcement, vous voyez, en arrivant dans le golfe du Mexique, déjà qu'il est déjà en bonne catégorie 1 ici au nord de la péninsule du Yucatan, eh ben, il va encore se renforcer
regardez ici, dans le golfe du Mexique, jusqu'à atteindre la catégorie 3, voire 4. Alors, même si là on n'est pas du tout sur des valeurs de catégorie 4, c'est normal, c'est GFS. Donc, pour ça, il faut trouver ces genres de petits modèles trackers qui sont plus précis. Et là, vous voyez un impact voilà, au haut de la catégorie 3, tout au plus, à 941 hectopascal. Et là, si je mets le vent, vous voyez, c'est pas tellement. Ouais, si, c'est un catégorie 3. C'est quand même un bon catégorie 3 ici, avec voilà, 100 nœuds, donc tout pile catégorie 3. Et si j'en mets un autre, là, lui, il va mettre catégorie 4. Lui, il met catégorie 4, vous voyez. Donc, il y a encore quelques disparités dans les prévisions. La zone touchée également. Lui, il le voit beaucoup plus à l'est que l'autre, que certains qui le voient sur la pointe qui est là. Donc, c'est un décalage d'à peu près 150 km. Mais finalement, ça a son importance parce que, comme vous le voyez, la surface touchée par les vents forts, ou en tout cas très forts, n'excède sous un ouragan globalement pas les 150 km de diamètre. Donc vous voyez un petit décalage d'une vingtaine de kilomètres permettrait à une ville qui était placée presque dans la zone de la mort ici, on va dire, voilà, juste là par exemple, qui allait se prendre tout ça là, ça permettrait de cette ville de soit être épargnée, soit être encore plus touchée. Vous voyez, donc un tout petit décalage de 10 ou 20 kilomètres, ça ne peut pas paraître grand chose, c'est l'équivalent d'un point à l'est de Paris jusqu'à un point à l'est de Paris jusqu'à un point à l'ouest de Paris par exemple. Vous voyez, c'est rien, hein. Surtout pour un ouragan. C'est énorme un ouragan finalement en surface par exemple pluvieuse, en zone d'influence. Mais la zone de vent fort est si petite par rapport à la taille de l'ouragan qu'un décalage d'une 10, 15, vingtaine de kilomètres, ça a réellement son importance. Donc voilà. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on ne peut pas encore émettre avec précision la zone touchée. Alors lui, ce modèle-là, il vient peut-être de commencer à s'actualiser. Vous voyez, lui, il le voit passer plus dans la baie, dans le golfe, dans celui-là, alors que l'autre le voyait ici. Vous voyez qu'il y a quand même quelques disparités, même au niveau de la puissance. Vous voyez qu'ici, on est globalement sur un catégorie 4, alors que l'autre, il voyait un petit catégorie 5. Voilà, je ne vais pas vous le mentir, qu'il voyait un petit catégorie 5 quand même. Et là, niveau vent, ah, ça y est, il a commencé à s'actualiser aussi. Bon, GFS qui prévoit un petit catégorie 3, on va dire, mais globalement, au niveau des puissances, donc il y a quelques modèles qui vont entre tempête tropicale catégorie 1 et catégorie 2. Ces modèles-là, je ne les prends pas en compte. Je prends en compte uniquement les scénarios catégorie 3, étant donné que j'estime la capacité à cet ouragan de se renforcer jusqu'à la catégorie 3, et on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Donc pour l'instant, j'estime catégorie 3, voire 4. Même s'il y a quasiment rien ici qui voit un catégorie 4, vous regardez, il n'y a vraiment rien qui voit un catégorie 4. Bah moi je pense que ça va quand même être soit en catégorie 3, soit petit catégorie 3, gros catégorie 3 ou catégorie 4. Voilà. Je suis un peu comme le NHC, vous voyez le NHC, le scénario du NHC. Ils ont mis voilà, ouragan majeur sur la Floride, d'ailleurs qui est déjà en Hurricane Warning. Donc ça veut dire que voilà, ça va vite arriver. Le truc c'est que ça va vite, là ça va assez lentement et ça va vite accélérer vers la Floride. Donc en une nuit ou enfin en 2 jours tout au plus, ça va traverser le golfe du Mexique. Donc c'est pour ça que ça va aller très 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 vite. Alors, l'accumulation des précipitations. Parce que c'est bien beau, hein, l'ouragan va toucher la côte, entre Panama City et Tallahassee, à peu près, ou alors par là, en fait, finalement, entre la pointe ici et la pointe là. Donc voilà, la zone d'impact, encore d'incertitude est quand même, comme le voyez, bien grande. Donc sous l'ouragan, on attend beaucoup de pluie, c'est normal, c'est un ouragan. Donc 150 mm d'après CMWF. Tiens, est-ce qu'il le voit lui? Ça, c'est une belle. Ça peut être sympathique de le voir sur lui. Ouais, il le voit, mais il le voit très, 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 très mal, hein. Oula, ouais. Il est bugué, lui, hein. Ah ouais, d'accord. S'il estime que cet ouragan va souffler au maximum en rafale jusqu'à 140, bon bah tant mieux, hein, mais il est un peu sur les choux, lui.
Vous voyez que ici, là, la zone la plus touchée était ici, sur GFS. Et ici sur Icon. Ah non, pas sur GFS, sur CMWF. Donc c'est pour dire que il y a une grosse différence. Et GFS qui voit un passage beaucoup plus sur la pointe. Donc ici jusqu'à 300 mm, c'est beaucoup plus sur GFS, c'est étonnant, que sur les autres modèles. Et à l'intérieur des terres, regardez, jusqu'à 150, 200, 300, 400 mm peut-être, donc du côté d'Atlanta. Globalement au sud ça s'appelle comment déjà? Des Appalaches. Donc voilà. Voilà, là c'est beaucoup plus précis. Regardez, voilà, jusqu'à 400 mm localement. Ah, quand même 500 sous l'ouragan dans la mer. Là, vous voyez globalement, et là, il touche la pointe qui est là. Oh, qui est touchée. Cette pointe-là, sur d'autres modèles. Donc, vous voyez vraiment, la zone d'impact, c'est assez restreint, on va dire, pour les vents forts et les pluies extrêmement fortes. Et donc, un décalage d'une 20 trentaine de kilomètres comme ça, ou 40 kilomètres, je sais pas combien elle fait cette baie, c'est hyper important. Voilà, ça soit fait 100 kilomètres la baie, franchement, 100 kilomètres c'est du tout à rien. Et là, vous voyez que ce modèle-là voit un catégorie 4, voire un catégorie 5, hein. Pour vous dire, la couleur du catégorie 5, c'est la couleur bleue sur mon Windy. J'ai paramétré pour avoir les couleurs et tout. Donc voilà, catégorie 5, c'est l'équivalent du bleu. Bon, je ne le prends pas en compte, je prends en compte la catégorie 4. Vous voyez, vous allez vous dire que je prends en compte que ce qui m'arrange, c'est vrai. Mais je considère qu'un catégorie 5, c'est beaucoup trop gros encore à l'heure actuelle pour être d'actualité. Donc pour moi, c'est un catégorie 4. Par contre, il le voit rentrer vraiment beaucoup à l'intérieur des terres, il est mal paramétré. On voit bien qu'il s'amoindrit en arrivant là, mais il devrait s'amoindrir encore plus vite. Bon bref, il est bizarre ce modèle, hein. C'est un modèle américain, c'est normal. Bon bref, le phénomène circule actuellement également dans de l'eau à 20, allez, 30 degrés, 31, 32, 31. Allez, vas-y, dépêche-toi. Donc il est là, 30, 30, 31, 31 degrés. Donc bon, c'est largement suffisant pour permettre à un ouragan de se renforcer. Évidemment, il n'y a pas que ça, hein. Et en arrivant vers la Floride, regardez que la température de l'eau commence à baisser d'ailleurs dans cette région. Ça arrive avec l'arrivée de l'automne, c'est normal. Alors juste, je vais regarder les autres paramètres pour vous montrer un petit peu les autres paramètres. Donc finalement, je les ai trouvés, hein. Je les ai trouvés. Voilà, il est là, le paramètre de sécheresse d'altitude, on va dire, entre guillemets. Donc vous voyez que là, globalement, c'est assez sec. L'air sec est assez présent sur le nord du golfe du Mexique. Mais regardez, voilà. L'ouragan va littéralement juste avant son passage, va émettre déjà l'air humide avant son passage. Donc finalement, il va pouvoir largement progresser dans une atmosphère qui lui va totalement. Donc pour son renforcement. En revanche, au sud, il y a donc ici une zone de beaucoup plus sèche. Donc si l'ouragan vient à perdre de la vitesse, ce qui est très peu probable, mais si l'ouragan vient à perdre de la vitesse, il va globalement s'assécher, on va dire, et perdre de l'intensité. Mais c'est assez peu probable, malheureusement. Mais cela dit, si ça arrive, je ferai un point pour l'annoncer. Donc voilà un autre paramètre intéressant. Après, il y a un autre paramètre, donc le si j'arrive à le retrouver. Sinon, c'est pas grave. Le cisaillement, j'essaye de trouver le cisaillement, bon tant pis. Globalement, le cisaillement il est faible. C'est ce que j'avais vu. Tiens, bah là on va peut-être le trouver. Ah non, on va pas le trouver. Globalement, le cisaillement est faible, a quasiment inexistant, ce qui permet donc le renforcement total du phénomène. Donc voilà. Donc j'ai plus mes graphiques. Avant j'avais mes graphiques, maintenant je les ai plus. J'ai un peu le seum, mais bon. Regardez, voilà, il y a quasiment pas de vent d'altitude à part ici en arrivant vers l'intérieur des terres. Globalement, tout va bien. Assez un petit peu de cisaillement qui arrive quand même après. Donc si pareil, si le phénomène ralentit, il sera et dans l'air sec et un peu dans le cisaillement. Donc finalement, il a intérêt, s'il veut vraiment impacter la Floride en pleine puissance, d'aller suffisamment vite. Donc c'est pour ça que les modèles le voient accélérer, regardez ici.
On le voit accélérer dans le golfe du Mexique. Donc voilà. S'il accélère pas ou s'il ralentit, il va perdre beaucoup d'intensité. Bon bref, c'était BDB Météo, on se retrouve très prochainement pour un nouveau point météo, et bye.